Je considère que le président Kabila n'a pas assumé ses responsabilités de protéger le peuple congolais. Les nationaux congolais sont depuis son arrivée au pouvoir victimes de viols, de massacres, de tortures, de toutes sortes de brutalités, de violences, dans une indifférence générale. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'indifférence du président de la République. Il a été formé par l'armée rwandaise et donc il est venu dans les bagages de l'armée rwandaise. Donc il se trouve que ceux qui dirigent aujourd'hui en fait le Rwanda sont ses anciens patrons, que ce soit Paul Kagame ou James Kabarebe. Il faut rappeler quand même que Laurent Désiré Kabila avait engagé une plainte au niveau de la Cour internationale de justice, mettant en cause le Rwanda et exigeant des poursuites contre le Rwanda. Depuis l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, on n'a plus jamais entendu parler de cette plainte et on dirait qu'elle a totalement été éteinte. Et donc je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. On est en train de considérer de changer la constitution afin que le président Kabila puisse encore considérer un troisième mandat. C'est votre avis sur ça? Je pense que c'est un non-événement. Monsieur Joseph Kabila a été placé au pouvoir juste après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On n'a jamais tenu compte de la constitution congolaise. Le débat qu'on veut organiser autour d'un projet de révision de constitution est un faux problème, c'est un faux débat. On veut détourner les Congolais on veut détourner l'attention des Congolais de ce qui est leur préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est de récupérer leur territoire. Mais il y avait un autre objectif, c'était celui de mettre aussi la main finalement sur l'ensemble du Congo. Et c'est pour cela que dès 2006, on a mis à la tête du Congo quelqu'un dont on dit qu'il était le fils de Laurent Désiré Kabila, mais qui lui-même n'a jamais réussi à prouver qu'effectivement il était le fils de Laurent Désiré Kabila. La République démocratique du Congo est en proie aux attaques des rebelles islamistes somaliens Shebab et les rebelles ougandais des forces alliées démocratiques. D'où viennent ces rebelles islamistes et qu'est-ce qui aurait provoqué ces attaques et c'est quoi encore ça fait toujours partie de cette balkanisation. Quand vous voyez où se trouvent les Somaliens et quand vous les voyez se retrouver en République démocratique du Congo, je pense quand même que ce n'est pas nécessairement le fruit du hasard. Et vous pensez que l'Union européenne aura autant de main prise sur les élections 2007? Il ne faut pas que les Congolais acceptent de se faire avoir une troisième fois. On leur a raconté des bobards lors des élections de 2006, ils ont voté. On leur a raconté à nouveau des bobards lors des élections de 2011, ils ont voté. Il ne faut pas qu'ils repartent les yeux fermés dans ce qu'on est en train de les annoncer. 800 000 personnes qui sont tuées au Rwanda, je veux bien qu'on commémore 800 000 morts, mais qu'est-ce que ça veut dire 800 000 morts devant plus de 8 millions de personnes? Mais ce qui est choquant, c'est qu'on passe le temps à s'intéresser à des gens qui sont morts depuis 1994 et on ne s'intéresse pas du tout aux gens qui continuent de mourir sur nos yeux. News on real time. Bonjour, je m'appelle Loris Kassongo et je vous souhaite la bienvenue à notre émission Examinons avec Loris. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant, un sujet très intéressant qui est à la une des nouvelles, des news. C'est un sujet concernant la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo, qui est en train de vivre une guerre, pas comme les autres, une guerre qui a duré plus longtemps que l'Holocauste et dont le bilan est estimé à 6,9 millions de morts, selon New York Times. Dans cette guerre, le viol du droit de l'homme bat son plein. Nous constatons des atrocités telles que le viol des femmes, qui est devenu une arme de guerre. Le recrutement des enfants militaires, le déplacement massif des réfugiés et face à cela, le silence de la Cour pénale internationale et l'Union européenne
et des Nations Unies nous laisse à nous poser certaines questions, qui sont devenues un objet d'investigation et de recherche approfondie pour certaines personnes comme Monsieur Charles Onana. Alors, donc, notre invité de ce jour s'appelle Charles Onana. Beaucoup de personnes connaissent Monsieur Charles Onana. Monsieur Charles Onana est un investigateur, il est un journaliste investigateur. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont 3 ont été spécialement dédiés, spécialement focalisés sur la région des Grands Lacs, notamment la République démocratique du Congo. Donc, Monsieur Charles Onana est ici en Angleterre et nous allons lui poser des questions concernant son dernier ouvrage qui est intitulé Europe, crime et censure au Congo. Donc voilà, nous avons Monsieur Charles Onana avec nous. Bonjour Monsieur Charles. Bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. Comment vous allez? Très très bien, je me sens très bien à Londres. Oui. Oui, ça c'est beau temps, il fait très bien et je pense que c'est le même soleil qu'à Kinshasa. Monsieur Charles, nous voulons encore une fois vous remercier pour le moment pour ce moment que vous nous accordez d'avoir une émission et un entretien exclusif avec vous. Nous savons que vous avez vraiment écrit beaucoup d'ouvrages. Vous êtes un journaliste investigateur. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un briefing de qu'est-ce que ça évoque en fait d'être un journaliste investigateur? Un journaliste d'enquête est essentiellement un journaliste qui fait des recherches approfondies sur des sujets précis. Dans le cas des Grands Lacs, les gens ont l'habitude de confondre le journaliste avec un enquêteur comme un officier de police judiciaire. C'est pas le cas. Un journaliste, le but du travail d'un journaliste n'est pas de mettre en examen quelqu'un ou de le mettre en accusation. Le but du journalisme d'enquête est d'aboutir à une intime conviction sur un sujet précis sur la base de documents, de témoignages, d'éléments concordants qui vous tendent à démontrer ou à prouver que quelque chose s'est réellement produit à un endroit précis. Et donc, ce qui n'est pas le cas du travail d'un officier de police judiciaire. Un juge d'instruction, quand il mène une enquête, il va soit mettre en accusation quelqu'un, soit aboutir à un acquittement ou à innocenter quelqu'un par rapport à un délit ou un crime précis. Bon, donc ce n'est pas du tout le même travail, mais le travail du journaliste n'est pas pour autant beaucoup moins important que le travail d'un juge d'instruction. Il arrive d'ailleurs très souvent que des éléments qui sont fournis par un bon journaliste d'enquête puissent être utilisés ou puissent relancer des enquêtes judiciaires. Donc à ce titre-là, je peux tout simplement dire que ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années, c'est d'essayer tout simplement, dans le cas de la crise des Grands Lacs, de faire connaître ou faire découvrir au public congolais, en particulier, toutes les informations qui ont été cachées, non seulement sur l'invasion du Congo, sur la chute du maréchal Mobutu, mais aujourd'hui sur la crise qui sévit dans la région de l'Est du Congo. Et ça va faire combien de temps en fait que vous êtes concentré sur la situation de la démocratique république du Congo? Ça va faire combien d'années? Disons globalement, ça fait quand même plus de 10 ans que je travaille sur la région des Grands Lacs et spécifiquement sur le Congo, je crois depuis à peu près 2002. Donc depuis 2002 où j'ai publié le premier livre sur l'attentat du 6 avril et à la suite de cela, j'ai vu une succession de choses se produire à l'est du Congo et à la tête de la République démocratique du Congo qui m'ont amené à aller beaucoup plus loin dans mes investigations. Et selon vos dires et votre ouvrage Europe, crime et censure au Congo, en fait vous aviez mentionné, stipulé que la machine aurait été mise en marche depuis 1994. Oui, effectivement, la machine d'invasion du Congo a été mise en place depuis 1994, mais très peu de gens le savent. Ça remonte même un peu avant 1994. Je pense que ce sera l'objet de mon prochain travail d'enquête. Mais ce que je peux dire globalement, c'est que lorsque les populations rwandaises, majoritairement Hutus, vont se déverser à l'est du Congo, l'argument
l'argument qui va être utilisé par Paul Kagame et par l'armée patriotique rwandaise sera de dire qu'ils vont poursuivre les Interamwe, c'est-à-dire les gens qui auraient commis le génocide au Rwanda, mais en réalité c'était le début de l'occupation territoriale du pays. C'est-à-dire que les réfugiés s'étaient agglutinés tout autour de la région de l'Est, autour de Bukavu, donc du Kivu. Donc, et finalement, au fur et à mesure que le temps a passé, l'armée rwandaise a commencé à mener des incursions sur le territoire congolais en prétextant poursuivre les génocidaires, mais en réalité, on a vu qu'au fur et à mesure que les occupations se faisaient, elles se faisaient plutôt autour des mines de diamants, de coltan et de cassitérite. Donc c'est progressivement une occupation des territoires miniers de l'Est du Congo qui a été faite en prétextant poursuivre des Interamwe et des génocidaires Hutus. Donc ça ne serait pas une simple question de pur hasard? Non, ce n'est pas une question de pur hasard. Vous savez, à cette période-là, d'ailleurs, le président, juste après la prise de pouvoir du FPR au Rwanda, le premier président qui a succédé à Juvenal Habyarimana, donc qui était Pasteur Bizimungu, avait fait une déclaration publique en disant qu'il faut refaire la carte de l'Afrique, il faut refaire la carte de la région des Grands Lacs et notamment du Congo, parce que la partie est du Congo aurait précédemment appartenu ou antérieurement appartenu au Rwanda. Donc cette déclaration était tout à fait ridicule parce que non seulement elle violait le principe de l'intangibilité des frontières, mais c'était une véritable déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo. Et cette déclaration était passée quasiment inaperçue. Les gens n'ont pas pris la peine non seulement de critiquer ou de dénoncer ce type de déclaration, mais on a fait comme si c'était une déclaration banale. Il se trouve que quelques années après, les Congolais ont pu se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une simple déclaration, mais qu'il s'agissait d'un véritable projet politique. Et donc, la machine était mise en marche pour aboutir à quelle finalité, en fait? C'est quoi la finalité? Bon, il y a deux objectifs. Le premier objectif était de s'emparer des minerais du Congo. Parce que, à travers le Rwanda, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une base arrière au Rwanda qui pouvait permettre des prélèvements de mines et qui pouvaient être vendus à Kigali. Donc, comme vous le savez très bien, Kigali est devenu exportateur de coltan. Pourtant, le Rwanda n'a pas de coltan sur son territoire. Il m'a été confirmé et prouvé par de nombreux documents et par des témoins oculaires que la plupart des diamants qui étaient exportés, qui étaient pillés au Congo, se retrouvaient directement dans la résidence de Paul Kagame. C'est son garde du corps d'ailleurs qui me l'a confirmé. Et il se trouve aussi que le deuxième, dans la continuité de ce premier objectif, la plupart des multinationales qui veulent se procurer le coltan ou le diamant étaient obligés de passer par Kigali, parce que Kigali était devenu en quelque sorte la source d'approvisionnement principale de ces groupes, que ce soit les multinationales ou d'autres groupes économiques. Donc, en l'espace de 10 ans, le Rwanda a accumulé une fortune colossale venant des mines du Congo. Parce que c'est là-bas que les gens achètent, mais ils achètent moins cher. Parce que si l'État congolais était structuré et que l'État congolais fonctionnait de façon normale, ça signifierait que l'État congolais signerait des contrats, soit avec des multinationales qui veulent acquérir ces matières premières, soit à travers des entreprises nationales ou des entreprises d'État qui peuvent permettre de faire signer ces contrats et de contrôler également les quantités qui sortent du pays. Mais puisque le Rwanda est devenu le sous-traitant de toute la criminalité organisée autour des minerais du Congo, et donc le Rwanda vend ses produits à vil prix, moyennant d'autres avantages sur le plan politique et géopolitique. C'est-à-dire que le Rwanda est devenu, si vous voulez, en quelque sorte, la plaque tournante non seulement de l'économie illégale des minerais, mais le Rwanda
est également devenu le pays à partir duquel on peut organiser des actions de déstabilisation contre d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment le principal objectif. Mais il y avait un autre objectif, c'était celui de mettre aussi la main finalement sur l'ensemble du Congo. Et c'est pour cela que dès 2006, on a mis à la tête du Congo quelqu'un dont on dit qu'il était le fils de Laurent Désiré Kabila, mais qui lui-même n'a jamais réussi à prouver qu'effectivement il était le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc si vous voulez, la même mise sur le Congo est le contrôle de l'appareil d'État, mais également la même mise du Rwanda, c'est le projet de balkanisation du Congo qui est en marche. Donc mettre ces deux projets ensemble signifie tout simplement empêcher que le Congo soit un État libre et démocratique, mais c'est empêcher que le peuple congolais puisse jouir aussi de ses propres ressources. Donc à qui profite exactement la guerre de l'Est en RDC? Exactement. La guerre de la RDC profite à beaucoup de gens. Ceux que je venais de citer, le Rwanda, les multinationales, certaines grandes puissances anglo-saxonnes, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui ont toujours soutenu Paul Kagame et la rébellion depuis 1990. Il se trouve que il y a aussi des groupes mafieux internationaux, le crime organisé, qui participent aux actions de pillage et d'achat illicite de produits miniers via le Rwanda. Donc tous ces gens-là constituent le principal panel de profiteurs de la guerre du Congo. Et donc, diriez-vous que c'est aussi la raison pour laquelle l'Union européenne était aussi engagée, elle était aussi fortement engagée pendant les élections en 2006? Il y a deux choses au niveau de l'Union européenne. La première chose, c'est que l'Union européenne s'est toujours présentée comme une institution qui défend les droits de l'homme, la liberté de la presse, les élections démocratiques, etc. Bon, on découvre que à l'intérieur de l'appareil européen, il y a un certain nombre de personnes privées qui ont utilisé l'Union européenne, l'institution européenne, pour satisfaire à leurs besoins personnels. Et je pense en particulier à quelqu'un comme Louis Michel, qui a été vraiment le principal défenseur de la politique de prédation du Rwanda au sein de l'Union européenne. Et je pense notamment à Louis Michel, qui a été un des acteurs très importants de l'action de prédation du Rwanda au Congo, qui a constamment défendu les positions rwandaises au sein de l'Union européenne, qui a tout fait pour que le Rwanda puisse bénéficier d'une aide importante de l'Union européenne, une aide financière importante. Et lorsqu'il a été démontré que le Rwanda a participé aux actions de déstabilisation du Congo, Louis Michel a été le premier à créer une association des Amis du Rwanda au sein du Parlement européen. Et mieux que cela, il a travaillé dans les coulisses à faire du lobbying pour empêcher que l'Union européenne puisse prendre des sanctions contre le Rwanda du fait de la multiplication des rapports de l'ONU qui indexaient le Rwanda dans le pillage des ressources du Congo et dans l'instabilité du Congo. Donc, des personnalités comme Louis Michel et beaucoup d'autres ont travaillé à nuire effectivement à l'action démocratique de l'Europe dans la région des Grands Lacs. Et c'est pour cela que dès 2004 à peu près, ils se sont organisés pour amener l'Union européenne à financer des élections truquées en République démocratique du Congo, pour que tout le processus électoral a été pris en charge complètement par l'Union européenne. Et cette prise en charge avait pour seul objectif, c'est de faire consolider Joseph Kabila à la tête de l'État. Mais pourquoi Joseph Kabila? Simplement parce qu'à la suite de l'assassinat de Laurent Désiré, les États-Unis et la France avaient décidé, surtout les États-Unis, parce que le rôle de la France a été plutôt un rôle d'appui à la décision américaine de mettre Joseph Kabila à la tête du pays, et c'est à travers un document confidentiel de l'Union européenne que j'ai découvert cela. Et à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a eu des critiques qui avaient été soulevées par un certain nombre d'experts de l'institution qui disaient qu'il ne fallait pas que l'Union européenne donne l'impression de valider un candidat avant qu'il ne soit désigné par les Congolais. Et donc, les élections
comme vous le savez, en 2006 ont été truquées. Et malgré le trucage massif de ces élections, malgré la dénonciation des Congolais, eh bien, lui, Michel, a considéré que les élections s'étaient bien déroulées dans la transparence. Le même discours a été repris par Ado Ayelo, qui était le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Et puis surtout, Xavier Solana, qui était le chef de la diplomatie européenne, qui a consolidé le résultat des élections. Donc tout cela m'a amené, en découvrant tous les documents que j'ai pu découvrir, qui venaient quand même du Conseil des ministres de l'Union européenne, j'étais outré, scandalisé de constater que l'Union européenne a mené une politique pendant toutes ces années qui était en contradiction totale avec ses principes de liberté, de soutien aux droits de l'homme, de soutien à la liberté de la presse. Quand on sait que les journalistes congolais ont été assassinés sans que l'Union européenne réagisse fortement et exige des enquêtes, quand on sait que des femmes ont été massivement violées dans la région sans que l'Union européenne réagisse, quand on sait que toutes ces élections truquées ont eu l'aval de l'Union européenne, on ne peut être que scandalisé de constater que c'est cela que défend effectivement cette prestigieuse institution. Et quels sont les enjeux de cette situation en fait ? Ben, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut empêcher la République démocratique du Congo de choisir un leader politique qui représente les intérêts du Congo d'abord, et ensuite de faire des partenariats avec les autres États ou les autres institutions. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où on a validé le fait qu'il y avait eu un génocide en 1994, on a donné un blanc-seing à Paul Kagame de violer les frontières du Congo, de violer le droit international sans que cela ne puisse entraîner des conséquences sur le plan juridique ou même sur le plan diplomatique. C'est-à-dire que c'est à peine qu'on ait rompu, on a énoncé la possibilité de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda pour son engagement et son pillage des ressources du Congo, mais cela n'a pas fait l'objet d'un débat au sein du Conseil de sécurité, puisque finalement le Rwanda a été accueilli et accepté au sein du Conseil de sécurité, ce qui est proprement scandaleux, parce que le Rwanda va être jugé partie sur toutes les résolutions qui peuvent être prises aux Nations Unies contre son action au Congo. Et cela n'avait jamais été vu par le passé, et on peut penser que les gens qui travaillent pour le lobby de Paul Kagame et du Rwanda sont effectivement assez déterminés. Et selon dans l'une de vos conférences, vous nous avez dit que la presse internationale se serait aussi auto-censurée. Mais bien sûr, parce que, écoutez, vous avez dit en début de cet entretien on évalue à plus de 6 millions, le chiffre de 6 millions de morts de Congolais, ça date de à peu près une dizaine d'années, au moins d'une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, on ne peut pas évaluer le nombre de morts du fait de la guerre ou des conséquences de la guerre. Et donc, tout cela fait que la presse internationale ne s'est jamais intéressée de parler de cette affaire, de ces morts et de ces massacres et de ces viols. Mais chaque année, on commémore 800 000 morts, 800 000 personnes qui sont tuées au Rwanda. Je veux bien qu'on commémore 800 000 morts, mais qu'est-ce que ça veut dire 800 000 morts devant plus de 8 millions de personnes? Donc, ce n'est pas pour faire de la comptabilité macabre, mais c'est pour dire qu'une seule personne tuée mérite qu'on s'y intéresse. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on passe le temps à s'intéresser à des gens qui sont morts depuis 1994 et on ne s'intéresse pas du tout aux gens qui continuent de mourir sur nos yeux. Et ça, je ne comprends pas la logique qui autorise ce type de procédé. Et le rôle du président Kabila dans tout ça? Mais le président Kabila, à mon avis, participe de ce silence généralisé de la communauté internationale, puisqu'il est censé être le président de la République du Congo, donc celui qui défend en priorité les intérêts du Congo. Bon, on a observé son silence lorsque Laurent Kunda Batouaré avait, d'origine rwandaise, avait décidé de se rebeller contre les autorités légales du Congo.
On a observé son silence lorsque les mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre Laurent Nkunda Batouaré et Mutebouizi, donc qui semaient la terreur à l'est du Congo. On a observé son silence tout au long des incursions rwandaises sur le territoire national, y compris quand la MONUC a pu prouver, démontrer que le Rwanda faisait des incursions sur le territoire congolais. Jamais le président Kabila ne s'est levé, ne s'est indigné, n'a demandé le soutien des Congolais pour pouvoir bouter hors de leurs frontières les troupes rwandaises. Donc je considère que le président Kabila n'a pas assumé ses responsabilités de protéger le peuple congolais, parce que l'appareil de l'État, l'appareil sécuritaire de l'État a pour ambition, dans tous les pays du monde, de protéger les nationaux. Or, les nationaux congolais sont depuis son arrivée au pouvoir victimes de viols, de massacres, de tortures, de toutes sortes de brutalités, de violences, dans une indifférence générale. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'indifférence du président de la République. Et ça pose quand même question. Mais selon vos recherches, concrètement parlant, que pensez-vous vraiment que le président Kabila, en fait, dans quelle position se trouve-t-il ? Mais je pense qu'il est dans une position très très particulière parce que il a fait la guerre, la première guerre d'invasion du Congo, qui était en fait la chute. On parlait de la chute de l'AFDL, donc la chute du président Mobutu. Il est venu, il a été formé par l'armée rwandaise et donc il est venu dans les bagages de l'armée rwandaise. Donc il se trouve que ceux qui dirigent aujourd'hui en fait le Rwanda sont ses anciens patrons, que ce soit Paul Kagame ou James Kabarebe, qui a été à un moment donné le chef d'état-major et qui est actuellement le ministre de la Défense. Donc, ce sont ses anciens patrons. James Kabarebe s'en est vanté d'ailleurs dans la presse en disant que c'est lui qui avait appris à Joseph Kabila à tenir une arme, c'est lui qui l'a formé, etc. Mais même quand on lui parle de cette façon-là, avec autant de mépris et autant de dédain, il n'a jamais fait preuve d'autorité par rapport à des responsables des pays étrangers qui sont quand même censés avoir un minimum de courtoisie et je dirais de convenance quand il s'adresse à un dirigeant étranger. Donc le président Kagame ne s'est jamais arrêté de dire que les autorités, que le leadership congolais était médiocre, que les Congolais étaient médiocres, mais jamais Joseph Kabila n'a réagi face à des propos aussi outranciers. Et donc, je considère d'une part qu'il est probablement inféodé, ne serait-ce que psychologiquement, aux autorités rwandaises. Et puis, je constate aussi que par rapport aux multiples rapports des Nations Unies, montrant que le Rwanda pille les richesses, il n'a pas pris d'initiative légale par rapport à cela. Parce que il faut rappeler quand même que Laurent Désiré Kabila avait engagé une plainte au niveau de la Cour internationale de justice, mettant en cause le Rwanda et exigeant des poursuites contre le Rwanda. Depuis l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila, on n'a plus jamais entendu parler de cette plainte et on dirait qu'elle a totalement été éteinte. Et donc je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Donc la conclusion que je tire de ce type d'attitude, c'est qu'il y a nécessairement je dirais une forme de complaisance inexplicable que celui qui est en charge de la sécurité des Congolais, qui est en charge le destin du Congo, est complètement apathique, amorphe, et ça ne s'explique pas autrement que par une psychologie de dominer, soit par les multinationales, soit par les grandes puissances, soit aussi la domination du Rwanda.
La balkanisation, c'est un processus, en fait, c'est une démarche qui aurait été entreprise il y a plusieurs années, une décennie. Bien sûr, le projet de balkanisation, je l'ai dit tout à l'heure, Pasteur Bizimungu avait fait une déclaration publique disant qu'il faut reviser les frontières du Congo, etc. Le président Sarkozy a fait une déclaration lors d'une réunion des ambassadeurs à Paris disant que le Congo est un pays qui est trop grand, qu'il ferait mieux de partager ses richesses avec le Rwanda. Je pense que ce sont des propos scandaleux et qui ne peuvent être acceptés par aucun démocrate digne de ce nom et par aucun citoyen du Congo. Donc, effectivement, à mon avis, et quand on regarde effectivement le rôle et l'action du M23 et de toutes ces associations, ces groupes armés qui ont fait leurs incursions au Congo, qui ont occupé le Congo, on comprend très bien que l'objectif a toujours été d'amputer l'Est du Congo, du territoire congolais, pour essayer d'exploiter ses richesses. Et comment ça se fait que jusque-là, leur projet machiavélique n'aurait toujours pas eu lieu? Mais simplement parce que les Congolais résistent. Les Congolais résistent, ils n'ont cessé de résister depuis le début de cette crise, même si on ne voit pas de façon amplifier la masse d'actions de résistance, mais il faut reconnaître que les Maïmaï et tous les groupes, les petits groupes de citoyens congolais qui sont mobilisés depuis plusieurs années luttent avec acharnement et beaucoup d'énergie pour empêcher que leur pays tombe complètement. Et puis aussi certains militaires, certains policiers qui ont fait ce qu'ils ont pu, là où ils ont pu le faire. Toutes ces petites actions minuscules, mais ont heureusement empêché que le Congo tombe. Donc je pense aussi que la résistance extérieure du Congo, c'est-à-dire l'action des résistants congolais, de la diaspora congolaise, que la diaspora congolaise mène depuis plusieurs années, maintenant, amène nécessairement les gens à se rendre compte que les Congolais n'ont pas l'intention de laisser leur pays leur échapper complètement. Et maintenant, on est en train d'entendre parler, il y a des spéculations et des rumeurs qui courent comme quoi il y aurait un changement de constitution. On est en train de considérer de changer la constitution afin que le président Kabila puisse encore considérer un troisième mandat. C'est votre avis sur ça? Je pense que c'est un non-événement. C'est un non-événement, d'autant plus que lorsque M. Joseph Kabila a été placé au pouvoir, juste après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on n'a jamais tenu compte de la constitution congolaise. Et on n'a pas plus tenu compte de la constitution congolaise lors des deux dernières élections où les Congolais ont régulièrement protesté sur le fait qu'avant les élections, il y avait une fraude probable qui était annoncée et qui allait perturber le jeu des élections, que le pays était occupé et que l'occupation territoriale du Congo était un élément important qui allait perturber la légitimité du président désigné. Il y a eu également le fait que l'armée congolaise était infiltrée de bandits, d'assassins et des gens qui avaient commis des crimes contre l'humanité et qui avaient, comme c'est le cas de Bosco Taganda et Okonda Batouare et tous les autres, faisaient l'objet de poursuites pénales. Et donc ces gens ont été mis dans l'armée congolaise en disant ou en prétextant que ces gens allaient assurer la sécurité des Congolais, alors que ce sont les mêmes gens qui avaient organisé le massacre des populations congolaises pendant plusieurs années. Donc on a assisté toutes ces années-ci à une violation constante et répétée de la Constitution du Congo, au mépris de la Constitution du Congo. Donc pour moi, le fait de parler d'un changement de Constitution au Congo est un non-événement sur le plan politique. Mais ils sont en train de le considérer. Qu'est-ce qui pourrait être fait en fait pour que ça n'aboutisse pas?
Non, mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes de droit qui se posent actuellement au Congo. Il y a le problème des élections, de nouveaux présidents, mais il y a surtout le problème des cartes électorales. Vous avez, lors de toutes les dernières élections, il y a eu des problèmes de cartes, des cartes électorales, il y a eu les problèmes des cartes d'identité, on a eu des étrangers venir voter au Congo dont on ne sait pas s'ils sont rwandais ou s'ils sont ougandais ou s'ils sont tanzaniens. Bon, on a eu des gens qui répondaient, les mêmes personnes qui répondaient sous 3 noms différents, mais qui avaient 3 cartes d'identité différentes. Enfin, il y a tellement de problèmes qui se posent dans la façon dont l'appareil administratif de l'État est organisé aujourd'hui, que parler de la révision de la Constitution, à mon avis, c'est un non-événement sur le plan politique et sur le plan du droit. Parce que les Congolais ont d'abord besoin de sécurité pour l'instant, ce qui n'est pas encore complètement garanti. Les Congolais dénoncent depuis longtemps une illégitimité à la tête de leur pays. On n'a pas trouvé de solution politique à ce problème. Et puis, toutes les actions de pillage, les crimes qui sont commis à l'est du Congo font également l'objet d'une protestation régulière des Congolais. Et on n'entend pas les Congolais sur ce point-là. Donc, à mon avis, le problème, le débat qu'on veut organiser autour d'un projet de révision de constitution est un faux problème, c'est un faux débat. On veut détourner les Congolais on veut détourner l'attention des Congolais de ce qui est leur préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est de récupérer leur territoire et d'avoir un chef d'État à la tête de leur pays qui est désigné de façon légitime par les Congolais eux-mêmes et pas par des puissances étrangères. Voilà les problèmes centraux qui sont aujourd'hui les problèmes du Congo. Les problèmes de sécurité, les problèmes du pillage et le problème de la légitimité de leur chef de l'État. Et comment est-ce que vous pensez que les élections de 2016 vont se dérouler? Vous pensez que l'Union européenne aura autant de main prise sur les élections 2016? Vous pensez que ça sera encore la même, ce qu'on a eu? Peut-être de moins s'exposer parce que bon, ils se sont beaucoup exposés lors des 2 dernières élections. Donc on va peut-être essayer de ne pas afficher un parti pris. Mais vous savez, les gens ont tellement pris la mauvaise habitude de truquer les élections au Congo, de tricher avec les Congolais, qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Si les Congolais ne les mettent pas au pied du mur en refusant qu'il y ait la tenue des élections tant que le débat politique interne et la situation sécuritaire du Congo ne sont pas clarifiés. On ne va pas faire des élections, des fausses élections comme ça en permanence en donnant l'impression aux Congolais que de toutes les façons le pays fonctionne et qu'ils ont besoin d'un État. Et de toutes les façons, les Congolais ils vivent comme s'il n'y avait pas d'État. Donc je pense que ces problèmes qui sont aujourd'hui la priorité des Congolais doivent d'abord être résolus. Et qui pensez-vous pourrait faire un bon candidat pour les élections 2016? Non, il y a beaucoup de Congolais qui peuvent être de bons candidats, mais il faut qu'on écoute les Congolais. Pour l'instant, personne ne veut les écouter, ou en tout cas, on fait semblant de ne pas les entendre. Donc, je crois que tant qu'on va continuer à faire ce jeu-là, on n'arrivera pas à convaincre les Congolais que ce qu'on veut faire pour le Congo est sérieux, fiable et légitime. Et, en fait, il y a au Rwanda, il se trouve qu'au Rwanda, nous avons la Cour pénale internationale du Rwanda. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, oui, qui a été monté après les événements de 1994 pour juger les crimes commis cette année-là. Mais c'est quoi leur rôle? Parce que apparemment jusque-là, c'est une cour qui existe dans le Rwanda, mais oui. En fait, le tribunal pénal international a été créé sur la base d'une décision du Conseil de sécurité. Et donc, le problème était que tous les crimes qui avaient été commis au Rwanda soient jugés et que les auteurs de ces crimes soient condamnés. Il se trouve que depuis la création du tribunal pénal international en 1994, seul un groupe de Rwandais a été jugé, c'est-à-dire les Hutus. Les rebelles Tutsis, proches de Paul Kagame, qui avaient dirigé la rébellion, qui avaient commis les massacres, qui avaient diligenté l'attentat du 6 avril 1994, qui a
vu l'assassinat du président Habyarimana du Rwanda et le président Cyprien Ntaryamira du Burundi, ces gens n'ont pas été jugés et le dossier de l'attentat a été écarté d'un revers de main par le tribunal pénal international. Donc c'est un tribunal politique qui a décidé de juger les perdants de la guerre de 1994 et qui surtout valide un mensonge international, un mensonge très important, c'est de faire croire que les crimes n'ont été commis que par un camp. Et on laisse le camp qui est aujourd'hui au pouvoir et qui commet les crimes au Congo, on laisse ce camp-là parce que si jamais les rebelles de l'armée patriotique rwandaise venaient à être poursuivis, que ce soit par un tribunal pénal international pour le Congo ou par une autre forme de juridiction, on serait obligé de remettre en cause le fait que les événements du Rwanda ont été exclusivement été l'œuvre d'un seul groupe ou d'une seule partie. Donc le tribunal pénal international pour le Rwanda ne serait pas crédible. Non, il n'est plus crédible. Écoutez, dans son mandat, il a été prévu qu'il devait assurer la réconciliation nationale. Comment pouvez-vous faire parvenir à une réconciliation nationale dans un pays qui a subi un affrontement entre deux camps dès lors où vous ne poursuivez qu'une seule partie au conflit? Donc, dans sa propre mission qui lui a été attribuée par les Nations Unies, au terme de ce tribunal, on peut tout simplement faire un constat d'échec, puisqu'il n'y a pas de réconciliation au Rwanda, il y a une persécution, un harcèlement d'un groupe de population au profit d'un autre groupe. Donc, de ce point de vue-là, il y a échec. Mais il y a un autre échec, qui celui-là est plutôt un échec judiciaire. C'est qu'il a été démontré que la planification du génocide pose problème. C'est-à-dire que plus de 10 ans depuis que les procès ont commencé, le tribunal pénal international n'a pas prouvé qui a planifié le génocide au Rwanda, à quel moment la décision avait été. Donc, mieux que cela, le tribunal a acquitté des ministres qui avaient travaillé avec le président Habyarimana. Or, il était dit et répété régulièrement que c'est le régime d'Habyarimana qui avait planifié le génocide. Donc, le tribunal se retrouve sur le plan juridique avec des contradictions insolvables, en condamnant à perpétuité des gens qui n'ont jamais travaillé avec Habyarimana, je pense à l'ancien Premier ministre Jean Kabanda, mais en acquittant des gens qui ont travaillé avec le président Habyarimana. Donc, c'est une contradiction sur le plan juridique qui est une véritable honte pour cette juridiction. Et on est presque arrivé à la fin de notre émission, mais ça c'est plutôt concernant le Cameroun. Alors il y a un de vos fans qui m'a demandé de vous poser cette question. D'après vous, comment envisagez-vous Paul Biya, compte tenu des victimes de l'opération Épervier et des risques? Je connais mal le Cameroun parce que je n'ai pas beaucoup travaillé sur les questions du Cameroun. Et puis je pense que les Camerounais ont tort de vouloir toujours me demander de répondre sur les questions du Cameroun, puisque je travaille sur d'autres pays et sur des dossiers qui sont infiniment beaucoup plus complexes et plus dangereux. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser peser sur mes petites épaules tous les problèmes de l'Afrique en demandant que M. Nana se prononce sur toutes les questions de l'Afrique. Le Cameroun est mon pays d'origine, le pays où je suis né. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais au Cameroun qui suivent ces questions-là, qui connaissent ces dossiers et qui peuvent parler avec plus d'autorité et d'efficacité que moi, qui connais davantage les questions du Congo, du Rwanda, de la région des Grands Lacs et aussi des questions qui touchent à la France et à la politique internationale que les questions purement locales du Cameroun. Mais je pense que peut-être au fur et à mesure que je vais vieillir, quand je vais retourner au Cameroun, je m'occuperai des questions du Cameroun. Pour l'instant, je suis un panafricain qui regarde d'ailleurs d'abord dans les autres pays où il y a des problèmes et où peut-être ma parole est beaucoup plus importante que le Cameroun. Vous êtes un Mwanamboka ? Oui, je suis un Mwanamboka. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait on lui disait que mais Charles Nana est Camerounais. Il dit non, Charles Nana n'est pas Camerounais, il est Congolais. C'est un Congolais de Lemba. Donc le jour où on va le Congo va retrouver, effectivement, les Congolais vont reprendre leur pays, peut-être que j'irai m'installer à Lemba. Pas avant ?
Non, pas avant, parce que les Rwandais sont encore là, donc je serais mal inspiré d'aller au Congo au moment où les Rwandais sont encore en train d'occuper le pays. Comme je soutiens le travail des résistants, je veux que les résistants retrouvent d'abord, récupèrent le territoire national pour que je puisse aller m'installer définitivement à Lemba. Monsieur Charles, depuis plusieurs semaines, la région de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie aux attaques des rebelles islamistes somaliens Shebab et les rebelles ougandais des forces alliées démocratiques. D'où viennent ces rebelles islamistes et qu'est-ce qui aurait provoqué ces attaques et c'est quoi encore ça fait toujours partie de cette balkanisation Mais vous savez, le problème, c'est que depuis quelques années, j'ai toujours souvent entendu, je crois que vous avez dû entendre que les Somaliens, les Éthiopiens et les rebelles Tutsis venus d'Ouganda avaient l'impression qu'ils appartenaient à la même race. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une race. Je crois qu'il n'y a qu'une race humaine, mais bon, il y a des gens qui considèrent que des ethnies ou des groupes de population constituent des races. Bon, ils ont le droit de penser ça, je ne sais pas qui leur a mis cette idée saugrenue dans la tête, mais ils en sont tellement convaincus qu'ils veulent travailler ensemble. Je pense qu'il y a une coalition de groupes comme ça qui veulent par des moyens divers et détournés prendre pied au Congo et empêcher que les Congolais réagissent face à l'invasion étrangère, à cette occupation structurée, organisée, mais on affiche un apparent désordre dans les actions d'occupation, d'invasion, etc. Mais en réalité, tout cela est structuré parce que les groupes, vous savez que Kouchner a été un fervent supporter de Paul Kagame et je me souviens aussi que le même Kouchner avait été un porteur de sacs de riz en Somalie à l'époque qui allait aider les Somaliens, etc. à sortir de la guerre. Donc il n'est pas, et quand je sais que Paul Kagame et Bernard Kouchner ont des relations étroites, je ne suis pas surpris de voir des Somaliens surgir comme ça de nulle part dans cette histoire. Je ne dis pas que c'est Kouchner qui a appelé les Somaliens à intervenir au Congo, mais je crois comprendre que quand vous voyez où se trouvent les Somaliens et quand vous les voyez se retrouver en République démocratique du Congo, je pense quand même que ce n'est pas nécessairement le fruit du hasard. Dans les années qui viennent, ou les semaines ou les mois qui viennent, on aura l'occasion de comprendre effectivement comment tout cela a été structuré et organisé. Parce que de toutes les façons, ce qui se passe sur le territoire congolais venant de l'extérieur est toujours structuré et organisé. Qu'on ne raconte pas des histoires aux Congolais de ce point de vue-là. Il n'y a pas de hasard de faire venir des Somaliens qui sont à des milliers de kilomètres du Congo, se retrouver là comme ça par hasard sous prétexte que ce sont des groupes islamistes ou je ne sais quoi encore. Non, c'est pas très sérieux et je ne suis pas convaincu qu'ils sont arrivés là par hasard. Mais vous savez, on est en train d'arriver à la fin de notre émission et je pense que vous êtes conscient que les Congolais, vraiment, vous êtes un icône pour la communauté congolaise et ils apprécient énormément votre travail, vos ouvrages et il n'y a pas de Congolais au fait qui aurait donné autant, qui se serait donné autant pour en savoir plus et vous leur avez ouvert les yeux dans beaucoup de zones d'ombre qu'on ne savait pas, que la communauté congolaise ne savait pas, et surtout pour les élections de 2016, ils ont besoin d'entendre un mot, ils ont besoin de savoir ce qui doit être fait avant les élections, parce que c'est pas quand les élections viendront que les gens vont commencer à s'y prendre, mais parce que bien sûr ils vous écouteront aussi, ils ont besoin d'un mot aussi de votre part. Bon, d'abord, je dois dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui travaillent, qui font autant de travail que moi, sinon aussi plus, mais c'est pas toujours des gens qu'on voit, c'est parfois des gens qui peuvent faire un travail très discret, et puis il y a beaucoup de Congolais qui sont morts sur leur sol en se battant avec acharnement contre l'ennemi. Donc ces gens-là, ils ont toute ma considération et tout mon respect, et d'ailleurs, c'est pour ces morts innocentes et ces morts nobles, ces martyrs que je me bats. Je continue à me battre pour que leur voix soit entendue au-delà des frontières nationales. Mais ce que je peux dire, c'est que il ne
ne faut pas que les Congolais acceptent de se faire avoir une troisième fois. On leur a raconté des bobards lors des élections de 2006, ils ont voté. On leur a raconté à nouveau des bobards lors des élections de 2011, ils ont voté. Il ne faut pas qu'ils repartent les yeux fermés dans ce qu'on est en train de les annoncer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème de sécurité dans ce pays. Les Congolais ne sont pas en sécurité chez eux. Il va falloir qu'on règle ce problème-là. Il va falloir que le problème de la responsabilité du Rwanda soit clairement établi et qu'on règle cette question de la responsabilité du Rwanda, puisque les rapports des Nations Unies ont apporté des preuves irréfutables sur l'implication du Rwanda dans les différents groupes armés, que ce soit l'OM23 ou le mouvement de Laurent Nkunda à l'époque, etc. Et puis, finalement, il faut aussi que on fasse le bilan des deux élections, des deux législatures de président et de M. Kabila. On ne va pas demander encore aux Congolais d'aller donner un blanc-seing, je ne sais pas à qui, à M. Kabila ou à quelqu'un d'autre, sans qu'on ait fait une évaluation très concrète de ce que les deux dernières élections leur ont apporté. Enfin, je pense que même en Europe, quand un candidat se présente aux élections, c'est sur la base de son bilan qu'il est jugé. Et si le bilan est catastrophique, on ne le reconduit pas son mandat, et si le mandat est excellent, eh bien, il n'a même pas besoin de faire une campagne tonitruante, puisque les gens redemandent que la personne continue son travail, mais tout cela en fonction du respect de la Constitution. Donc il y a tellement de choses à régler avant de parler des élections de 2016 ou de 2000 je ne sais combien, que à mon avis c'est un non-événement. Il ne faut pas que les Congolais se laissent distraire par ce nouveau truc qu'on leur sort du chapeau, alors que le problème des viols des femmes n'est pas réglé, le problème des viols des enfants n'est pas réglé, du massacre des enfants n'est pas réglé, le problème des 8 millions de morts n'est pas réglé, le problème des fraudes électorales précédentes n'est pas réglé. Toutes ces questions de la volonté de balkaniser leur pays, de pillage des richesses, l'équivalent de combien de milliards de dollars le Congo a perdu par le pillage de ces dernières années. Mais il va falloir quand même qu'on en parle de toutes ces questions. Donc tant que ces questions, on les évacue en leur disant, bon écoutez, on remet ça au calendrier grec, on va passer aux choses plus sérieuses qui sont les élections. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est vouloir distraire les Congolais, c'est vouloir les amener à s'occuper des questions subalternes et subsidiaires qui n'ont rien à voir avec l'essentiel de ce pourquoi ils sont sur ce territoire, c'est-à-dire la souveraineté nationale et le droit pour les Congolais de vivre décemment en paix chez eux et de bénéficier de leurs richesses. C'est leur droit le plus élémentaire et il n'y a personne qui doit pouvoir contredire cela. Et votre dernier mot pour les résistants? Mais pour les résistants, un seul mot, continuez à résister jusqu'à la libération totale de votre pays. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Alors, c'était Monsieur Charles Onana en direct de Londres. Je m'appelle Loris Kassongo et on est à la fin de notre émission. Restez branchés sur voiceofcongo.net où vous allez voir et avoir l'exclusivité de ces interviews.